France Culture. Cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Agriculture, il est temps de mener l'enquête, car parmi les campagnes impériales, il y a celle de la productivité conduite par Napoléon III, le Second Empire de 1852 à 1870, avec ses comices agricoles et ses fermes modèles. Serait-il l'âge d'or des campagnes? En quête de productivité, Napoléon III veille au grain. Au siècle dernier, les Landes de Gascogne, ce grand plateau sableux, avait connu une transformation profonde. On avait une hache, et puis... Ce sont les travaux de construction de la première voie ferrée reliant Paris au Pec. Ou soit chez des propriétaires en campagne. En Sologne, il régnait le paludisme à l'état endémique. Et les gens avaient le teint jaune. Alors après, on prenait le sabot là, on donnait la forme au sabot. Alors, un pied gauche et un pied droit. Il fallait faire les deux pieds. C'est pas simple de marcher avec des sabots, faut savoir, c'est une pratique. Bonjour Nadine Vivier. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine de l'Université du Mans. Bonjour Anthony Hamon. Bonjour Xavier Mauduit. Docteur en histoire contemporaine, votre thèse a reçu le prix Mérimée. Vous êtes chargé de cours à Sciences Po Paris à l'Université de Rennes 2. Et avec vous deux, nous allons traverser les campagnes du Second Empire, ce Second Empire qui nous conduit au 19e siècle. C'est quoi l'état des campagnes d'ailleurs au milieu du 19e siècle? Nadine Vivier, on est quand même dans une France, mais marquée par la paysannerie. La paysannerie est très largement majoritaire. Le maximum de population dans les campagnes est atteint en moyenne en 1846. Donc il y a des régions qui se sont vidées beaucoup plus tôt, comme par exemple les montagnes, ou beaucoup plus tard, les zones rurales plus riches, comme la Beauce, qui ont d'abord accueilli des migrants venant des campagnes plus pauvres. Mais à partir de là, l'exode rural s'est amplifié et la population rurale n'augmente presque plus, mais la population urbaine croît. Mais elle ne deviendra équivalente à la population des campagnes qu'en 1930. Donc nous avons encore 3/4 de population rurale. Et puis, opposer les populations rurales aux populations citadines n'a pas grand sens. Il faut rappeler aussi combien tout cela est lié. Les campagnes sont liées à la ville, les villes sont liées à la campagne. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, on pourrait le dire, mais c'est important de le souligner. Oui, n'est-ce pas? Alors on peut évoquer les travaux de Corinne Marache, qui a bien montré justement les liens entre les petites villes et le monde agricole. On peut aller dans des villes un peu plus grandes en taille de population, de 10-20 000 habitants. Ce sont des villes extrêmement encore marquées par la ruralité. Avec des marchés, la place de marché, où on a des animaux très souvent qui viennent. Donc même le terme en fait de rural en tant que tel désigne bien à la fois des populations qui vivent à la fois dans les campagnes et à la fois dans les villes. Il y a une espèce d'aller-retour entre les deux pôles, en quelque sorte. On a des vaches dans les villes au 19e siècle, bien Absolument. sûr. Il faut du lait. Oui, des vaches qui vivent les malheureuses dans des conditions épouvantables d'ailleurs, parce qu'en général, on les amène au marché quand elles sont gravides, et dès qu'elles ont vélé, on les met dans une étable pour les traire, et elles sont plus ou moins bien nourries. Ces pauvres bêtes qui étaient la pâture dans les champs, elles sont cloîtrées avec peu de place, même pas de quoi s'allonger. Et quand elles ont fini leur période de lactation, on les envoie à l'abattoir. Et l'abattoir est lui-même dans la ville. Enfin, on a ce système-là avec le problème du transport. On le sent bien, transporter le lait c'est difficile, transporter la viande c'est difficile. Autant tout faire sur place dans la ville. C'est pour cela que ce milieu du 19e siècle est intéressant, parce qu'il y a le chemin de fer. Est-ce qu'on peut dire que ça bouleverse, ça révolutionne les manières de produire? Oui, absolument. Tout va se transformer considérablement. Le tournant, c'est les années 50 et 1860, parce que on voit par exemple toutes les villes autour de Paris qui ont les bêtes qui arrivent de province à pied et qui sont abattues dans différents abattoirs avant d'arriver à Paris. Et en 1860, vous avez l'abattoir de la Villette qui est créé, et puis le train.
Et la plupart des bêtes vont maintenant arriver en train. Donc vous avez à la fois ce circuit différent et puis cet aspect différent de la ville. On ne verra plus la bête éventrée et pendant devant les boucheries avec le sang qui coule dans les rues. Ça ne va plus se voir. L'animal est effacé. On ne le voit plus que sur les étals des bouchers. Les étals des bouchers qui sont... la viande est coupée en morceaux, ça n'évoque plus la bête entière. Et en plus, ça devient plus propre. N'oublions pas que Pasteur va passer par là. Oui, on a vraiment des changements de représentation de ce monde paysan, mais c'est du quotidien, tout ce que l'on évoque aussi. Oui. Anthony Hamon, il y a la perception ici que les choses sont en train de changer. Oui, très clairement... il faut vraiment insister sur le poids des représentations à l'époque. Alors, les représentations qui sont des représentations de la ville plaquées sur les populations rurales. D'ailleurs, le terme en tant que tel de paysan, par exemple, très peu de personnes en réalité. Alors, ça concerne tout le 19e siècle, mais sous le Second Empire, évidemment, personne dans les campagnes ne se qualifie, par exemple, de paysan, ou très peu. Ils ont d'autres termes pour se qualifier ainsi. Le terme de paysan, c'est plutôt un terme littéraire ou journalistique. On parle plutôt, notamment, on va en reparler tout à l'heure, mais dans les comices, dans les associations agricoles, etc., de cultivateurs, d'agriculteurs. Même si les deux termes sont différents, ils ont une connotation différente. Mais voilà, ces représentations, donc ce sont des représentations qui sont un peu figées. Il faut bien le dire. Même si évidemment il y a aussi une contribution politique aussi. Par exemple, les Républicains, à tel moment, vont avoir une vision plus ou moins positive de la paysannerie. C'est pareil pour les conservateurs. Voilà. Donc mais en tout cas, il est vraiment question de représentation énormément sur ce point-là. Et puis, il y a la diversité, parce que nous parlons des villes, des campagnes, et c'est très clair, tout cela est mêlé, mais on ne peut pas parler de l'agriculture en France comme d'un tout. C'est une diversité absolument incroyable, Nadine Vivier. Absolument. Vous avez tous les niveaux de développement, toutes les coutumes différentes aussi. On peut prendre quelques exemples. Vous avez la Beauce, qui est fondée à cette époque-là sur la culture du blé, de la betterave et l'élevage des moutons. Et qui investit pour avoir les trois, et malheureusement qui va connaître une crise parce que le cours de la laine s'effondre et donc tous leurs investissements vont ça sert à rien, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre exemple? La Bretagne. La Bretagne. Terrible, la Bretagne. La Bretagne qui va changer énormément pendant le Second Empire, parce que la Bretagne avait à peu près un tiers de ses terres en landes plus ou moins stériles, et par la tradition du XVIIIe siècle, enfin de l'Ancien Régime, il y avait des tas de terres en commun. Et ces communs, ils appartenaient aux anciens seigneurs. Et c'est resté, donc c'était les habitants des seigneuries qui possédaient cela après la Révolution. Mais comment déterminer d'abord les limites de la seigneurie, ensuite quelle est la part de chacun? Donc jusque en 1850, il ne se passe pas grand-chose parce que toutes ces terres ne peuvent que rester stériles. Si on veut les partager, il faut passer devant les tribunaux, et ça coûte une fortune et c'est très long. Alors, en 1850, une loi est passée, donc là c'est à la fois Seconde République et le gouvernement du prince-président Louis-Napoléon, mais Napoléon va insister pour que cette loi soit vraiment mise en application. Et au cours des 20 années, du 18 années du Second Empire, les tribunaux vont pouvoir réellement juger, permettre le partage de façon très très peu onéreuse et très rapide. Et donc la Bretagne se transforme considérablement parce qu'elle va mettre ça en place. Et puis il y a des grands propriétaires qui s'en occupent et il y a surtout les comices qui sont très importants en Bretagne et qui vont permettre des progrès. Mais ça, je pense que nous allons en parler. Mais diantre, Nadine Vivier, les comices que je vous propose, c'est pas en Bretagne, c'est en Normandie. Catherine Nicaise Elisabeth Leroux,
Pour 54 ans de service dans la même ferme, une médaille d'argent du prix de 25 francs. Oui, Madame Leroux. Vas-y donc, puisqu'on te la donne la médaille, voyons. Allez, merci, Race porcine, prix ex aequo à messieurs Le Hérissé et Culembourg, 60 francs. Je la donnerai au curé de chez nous, pour qu'il me dise une messe. Quel fanatisme! Ne laissez pas aller à la tristesse. Au fond, quand on est bien décidé, on trouve toujours des distractions. À Yonville. Eh oui, ne serait-ce que des promenades à cheval, le matin, dans la rosée. Voilà qui vous donnerait de belles couleurs à vos joues. Non, vraiment, il faut pas y penser. Et pourquoi? Voyons le monde. Le qu'en dira-t-on? Oh, voilà qui ne me troublerait pas à votre place. D'ailleurs, que peut-on trouver à redire à ce que la femme d'un médecin fasse du cheval pour se maintenir en bonne santé? Ah, vraiment, vous avez une façon de tourner les choses. Alors c'est oui. Toi qui vous êtes vif. Ben oui, il est vif, vous l'avez reconnu, c'est Madame Bovary, le film de Jean Renoir en 1934 avec la scène des comices agricoles. On peut rappeler ce que sont ces comices agricoles, Anthony Hamon? Oui. Alors, peut-être rappeler que le premier comice agricole, on parlait de la Bretagne tout à l'heure, le premier comice agricole écrit en 1817 à Plesdey en Ille-et-Vilaine. Il y a des débats, mais bon, on pense que c'est cette date-là. Alors, qu'est-ce qu'un comice agricole? Donc, c'est une association d'inspiration anglaise qui, même si on a on a déjà des comices qui sont créés à la fin du XVIIIe siècle, mais Nadine Vivier va en parler. Je vous vois. Donc un comice, donc une association, donc généralement fondée par un propriétaire. Alors ça dépend les régions, mais souvent noble, bourgeois. Ça peut être aussi un fermier. Donc qui est généralement destiné donc à encourager, à répandre, comme on dit à l'époque, les progrès agricoles, les innovations culturelles, l'innovation technologique. Le comice il y aura plusieurs lois qui vont l'uniformiser, mais en quelque sorte, on a un président qui est élu, il y a un vice-président, on a un secrétaire, et puis il y a un trésorier. En fait, ça, c'est un peu le schéma de la loi de 1901 en termes d'association qu'on aura plus tard. Mais en tout cas, les comices sont en tout cas précurseurs dans ce domaine-là. On a des comices cantonaux, on en a par exemple beaucoup en Bretagne, et plus généralement même dans l'ouest de la France, et puis on a des comices d'arrondissement, donc c'est à l'échelle de l'arrondissement. Il y a quelques comités départementaux, mais ça se rapproche plus du modèle des sociétés d'agriculture, peut-être on en parlera également. Donc voilà, un comice est chargé, et généralement il y a un concours une fois par an où des médailles, des récompenses diverses sont remises à la meilleur laboureur, mais également à la plus belle vache, au meilleur domestique. Donc voilà, il y a diverses récompenses qui sont attribuées par les comices. Ouais, c'est un grand moment. La fête, ces comices, c'est toujours le moment où tout le monde se réunit. Puis vous le dites bien, c'est aussi l'association qui organise cette fête. Nadine Vivier, vous vouliez quand même replacer ces comices du Second Empire dans une histoire plus large. Oui, parce que ces derniers temps, j'ai approfondi le sujet, je me suis intéressée à ça. Et alors, j'ai réagi parce que vous disiez, c'est créé, c'est une idée qui nous vient des Anglais. Alors, c'est très intéressant de voir ça parce que, en fait, c'est... comment s'appelle-t-il, Turbilly, le marquis de Turbilly, qui vers 1760, oui, a créé dans sa propriété de l'Anjou une récompense. En fait, il a voulu défricher les landes sur lesquelles qu'il possédait. Et là, il a voulu faire travailler les gens. Ils ont énormément travaillé pour défricher ça. C'était un gros travail. Et il s'est dit, je vais leur donner des primes. Donc, il a, puisqu'ils étaient affermés, chacun a essayé de faire la meilleure culture et il a donné une récompense au meilleur. Et il a appelé ça comice. Et ça a continué pendant quelques années. Les
la société d'agriculture de la Seine a repris l'idée du marquis de Turbilly. Et puis arrive la Révolution, il y a des parlementaires issus de l'Académie d'agriculture, ça s'appelait à l'époque la Société d'agriculture de Paris, qui pousse cette idée de comice. Et puis tout ça disparaît avec la Convention, la Terreur. Bon, et les sociétés sont interdites, elles ne reprennent que sous le Directoire. Et à ce moment-là, eh bien, l'idée recommence à faire un peu son chemin, mais on n'en parle pas tellement. Et c'est à partir de 1800 que on veut remettre cela. Mais à ce moment-là, on a complètement oublié ce qui s'était passé, d'autant plus oublié que c'était le marquis Turbilly, donc Ancien Régime, et donc on cherche l'exemple ailleurs, et c'est là où on se dit, les Anglais, ils ont fait ça aussi. Alors, ils avaient fait des expériences sur les animaux, il y avait un concours à Londres, mais qui, là aussi, n'a pas tenu très longtemps. Mais vous voyez, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était de voir que, au début, c'était une idée française, au moins autant que les Anglais, mais après, on l'efface parce que c'était l'Ancien Régime, et puis parce que il y a l'agromanie, l'anglomanie. L'agriculture anglaise apparaît comme formidable parce qu'on compare l'agriculture anglaise du Norfolk et du bassin de Londres avec celle de la France globale. Donc effectivement, comme en France on a des grandes statistiques sur l'ensemble, le Massif central, c'est pas le plus productif en blé. Oui, parce qu'il y a vraiment cela, la comparaison entre les pays, la recherche de puissance et puis ce souci d'améliorer l'agriculture, c'est quelque chose que partagent les différents États européens et au-delà d'une période ou d'un régime politique. On le voit bien, c'est vraiment un phénomène du 19e siècle. On a cité ces agronomes, mais ils sont au taquet, ils veulent tous améliorer. Alors, dans les champs, les céréales et dans les élevages, les différentes espèces. C'est quelque chose qu'on peut voir de manière commune à l'ensemble des pays au 19e siècle ? Oui, même si évidemment il y a des États qui sont précurseurs et dont les agronomes s'imposent comme des modèles en fait. On peut citer évidemment l'Angleterre et plus généralement la Grande-Bretagne, la France évidemment. La France, les agronomes français ont une grande influence par exemple en Amérique latine. Ça peut pas paraître bizarre, mais c'est le cas. Évidemment, on a les agronomes. Après, il y a les Français eux-mêmes se sont inspirés d'agronomes italiens, etc. Enfin, il y a vraiment des transferts de connaissances. C'était assez répandu à l'époque d'effectuer des voyages agronomiques pour les agronomes en Italie, par exemple Monine Mornay, Édouard Lecouteux, qui ont écrit des traités, traités sur l'irrigation, sur les colonies agricoles, etc. Donc il y a des importations. Puis un peu plus tard, l'Italie va être un peu abandonnée, puis ça va être plutôt l'Allemagne. Plutôt même fin du Second Empire, les stations agronomiques par exemple, on va plutôt chercher ça en Allemagne avec Louis Grandot notamment, qui est un des plus agronomes importants, l'un des plus importants agronomes de la seconde moitié du 19e siècle. Donc voilà, mais c'est quand même un phénomène Europe occidentale. Et puis vers les années 1860, on a aussi en Russie par exemple, où il y a des sociétés d'agriculture qui se créent aussi. Mais voilà, c'est quand même un phénomène essentiellement d'Europe occidentale, mais qui ensuite rayonne dans les autres États. Oui, avec des noms d'agronomes qui sont aujourd'hui un peu oubliés, Lecouteux, tout ça, on les connaît pas, mais au 19e siècle, ils sont très lus, ils sont très suivis, parce que chaque propriétaire de terres sur lesquelles il y a des cultures se disent, je vais pouvoir augmenter un petit peu les rendements. Ce sont vraiment des personnages importants. Oui, je crois qu'ils sont très importants. Et puis, Anthony vient de parler des sociétés d'agriculture. Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'à l'époque, vous avez une sorte d'international des savants. Et il y a des échanges très importants au début du 19e siècle. Vous avez Thaer en Allemagne, vous avez un Suisse aussi, vous avez aussi Ridolfi en Italie. Et puis, les agronomes anglais. Donc tout ça, et puis sans oublier
on les connaît un peu moins bien parce qu'ils avaient des langues un peu moins faciles à traduire, qui sont les Danois et les Suédois, mais il y avait des choses très importantes en Suède. Et tous ces savants parfois se déplaçaient, mais souvent écrivaient, et ils étaient lus dans l'ensemble. Donc il y avait une internationale agronomique, quel que soit l'état des relations politiques. Les échanges étaient intenses. Aujourd'hui, nous sommes sur une période qui est le Second Empire. On peut dire que sous le Second Empire, le pouvoir favorise ces comices agricoles, ces réflexions qu'il peut y avoir autour de l'agronomie. On a vraiment quelque chose ici d'incitation, mais toujours sans doute dans une quête de puissance, parce qu'il faut le rappeler, l'agriculture, c'est au cœur de cette économie du 19e siècle. Oui, alors même si, comme on l'a dit tout à l'heure, les comices apparaissent dans la première moitié du 19e siècle, le système des comices et des sociétés d'agriculture constitue, c'est vraiment le Second Empire en constitue l'âge d'or. Juste pour rebondir un peu sur ce que disait Nadine Vivier tout à l'heure, cette internationale qu'on pourrait presque qualifier d'internationale verte pour les années 1860, ces agronomes, alors il n'y a pas que des agronomes, mais il y a des agriculteurs, des propriétaires fonciers, etc., des ingénieurs, qui vont, c'est pas très connu, mais qui vont militer aussi pour une certaine forme de pacifisme, de paix européenne. L'agriculture à l'époque est souvent qualifiée d'art de la paix par opposition à la guerre. Donc ce serait une activité qui rapprocherait les peuples entre eux. Et on va en reparler tout à l'heure, mais du libre-échange. Dans le cadre du libre-échange, il y a cette volonté d'échange aussi réciproque. Et par rapport aux comices et aux sociétés d'agriculture, effectivement, il y a un encouragement fort de l'État. Enfin, c'est une politique qu'on pourrait qualifier de volontariste, qui là encore est dans la continuité de ce qui se faisait notamment sous la monarchie de Juillet. Et c'est au tout début du Second Empire et sous la Seconde République, la Deuxième République, pardon, on a vraiment une volonté aussi d'uniformiser tout ça. Il y a aussi une volonté de contrôle. Les préfets exercent une surveillance assez forte sur ces comices. Et pour terminer, j'ajouterais que ces comices sont vus par les autorités comme un moyen aussi donc d'éduquer les peuples, la paysannerie, plutôt que l'enseignement agricole tel qu'on va le connaître ensuite. Il faudra attendre vraiment il y avait eu la politique lancée sous la Deuxième République avec le décret du 3 octobre 48, mais il faudra vraiment attendre la fin du Second Empire pour qu'il y ait une reprise de cet enseignement agricole. Nadine Vivier connaît mieux ça que moi, elle pourra peut-être nous en parler, mais en tout cas, voilà, il y a une volonté vraiment d'encourager, de diffuser le progrès par ces associations et ces comices. Autant les sociétés d'agriculture après 1870 vont un peu, pas péricliter, mais vont un peu abandonner l'agriculture pour d'autres aspects, d'autres domaines, champs d'intérêt. Les comices vont vraiment constituer la base ensuite de recrutement des syndicats en fait agricoles. Nadine Vivier, est-ce qu'on peut dire que du point de vue des agronomes et peut-être au plus près du pouvoir, il y a l'idée que l'agriculture est un peu archaïque et qu'il va falloir moderniser tout ça? On se dit, mais c'est pas possible. Quand on regarde ce qui se fait ailleurs, quand on regarde les propositions dans les livres des agronomes, les fermes modèles, on se dit, c'est archaïque tout ça. Et puis il y a le chemin de fer maintenant, donc on peut changer tout. Il y a cette idée-là. Absolument, oui, bien. Il faut changer et surtout, il faut produire beaucoup plus. Parce que d'abord, il faut nourrir la population qui est quand même relativement mal nourrie. Donc, il faut produire plus de céréales. Et c'est le grand bouleversement depuis la monarchie de Juillet. Enfin, c'est très progressif au cours du 19e siècle, mais la monarchie de Juillet a déjà lancé les choses, mais avec insuffisamment de directives. Donc, ils ont encouragé les comices, mais ils sont en train de battre de l'aile. Alors que Napoléon III, lui, va vraiment inciter fortement. C'est-à-dire que d'abord, il soutiendra toujours les comices par des subventions,
par les préfets, dont vous disiez qu'ils avaient une importance. En fait, il y a eu une loi de décentralisation, c'est-à-dire que les préfets, qui sont toujours très obéissants envers le pouvoir, mais ils ont une grande liberté de manœuvre. Et alors, c'est très intéressant de voir comment les préfets agissent auprès des comices, les comices qui sont une sorte de représentation des populations. Ils écoutent les comices, donc et tous les propriétaires actifs, et il décide après. Je vous donne un exemple pour être compréhensible. Il y a eu une grande mode dans les années 30, et puis ça continue, il fallait améliorer les bêtes pour qu'elles produisent plus, qu'elles soient meilleures, etc. Alors comment faire ? Il y a deux solutions. Soit on sélectionne les meilleures bêtes qui, à la génération d'après, seront meilleures, etc. Soit on croise avec une autre race. Et c'est ainsi qu'on voulait croiser avec, pour les bœufs, les Durham, qui sont ça s'appelle aussi des courtes cornes. Ce sont ces bêtes-là qui avaient des gros arrière-trains, bien goûteux, de la grosse viande. Mais, alors, les régions ont différemment accepté ça. Alors, il y a des régions comme, par exemple, la Sarthe, le Maine, a trouvé, comme il s'orientait vers la production de viande, eh bien, le croisement avec les Durham et la vache du Maine a donné de fort bons résultats. Et ça continue aujourd'hui. Vous avez la rouge du Maine, qui est une excellente bête à viande. Les voisins, qui étaient les Normands, eux allaient vers le lait. Ils se sont dit, non, les Durham, c'est pas bon pour le lait, notre vache normande, elle est bien meilleure. Et donc, ils ont gardé, et le préfet, à ce moment-là, a accepté. Dernier exemple, si vous allez dans les Alpes, en Isère, par exemple, là aussi, le préfet souvent achetait des bêtes, des grosses bêtes pour les croisements. Il avait acheté des vaches suisses, des Durham, etc. Et les paysans, les éleveurs ont dit non, ces bêtes-là, elles sont trop fragiles, il faut beaucoup les nourrir, alors que nous, on a la race du Villard de Lans qui est résistante, qui est habituée au froid de la montagne. Et donc, eh bien, le préfet a accepté, il a donné des crédits pour acheter, il a récompensé les meilleures bêtes de Villard de Lans pour la sélection. Donc, vous voyez que les préfets, ils ont su s'adapter intelligemment à leur région, et ils ont ainsi amélioré, parce que, oui, un dernier mot sur les comices. Le comice, c'est une association qui organise la fête et le concours, mais qui tout au long de l'année travaille aussi justement en ayant des bêtes qu'ils entretiennent, en faisant des expériences sur les semences. Oui, c'est ça, hein, c'est l'élevage, ce sont les semences, avec tout ce propos porté par les agronomes, des personnages importants dans notre histoire. C'est nous les agronomes, troulala, troulala. C'est nous les agronomes qui nous en faisons pas. Qui nous en faisons pas. Pendant 3 ans de boîte, troulala, troulala. Pendant 3 ans de boîte, on chante, on rit, on boit. On boit, on boit, on boit. On chante, on rit, on boit, boit. On tient le décalitre, troulala, troulala. On tient le décalitre sans craindre la gueule de bois. Sans craindre la gueule de bois. Mais à quoi sert de boire, troulala, troulala. Mais à quoi sert de boire si après on n'a pas quoi, si après on n'a pas une jolie petite fermière, troulala, troulala. Une jolie petite fermière à tenir dans ses bras, à tenir dans ses bras, et lui apprendre à faire, troulala, troulala. Et lui apprendre à faire ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne savait pas.
Au bout d'un mois de stage, troulala, troulala. Au bout d'un mois de stage, elle sait faire tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Elle sait faire tout ça, 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 ça. Tout ça que l'agro enseigne, troulala, troulala. Tout ça que l'agro enseigne, ailleurs ne s'apprend pas. Ah, 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 ailleurs ne s'apprend pas. C'est SDS des moissons, des agros et des potirons, répand des faveurs sur tes fils, tes futurs agriculteurs. Fils des futurs agriculteurs. Les 4 barbus, c'est nous les agronomes dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Aujourd'hui, nous nous situons sous le Second Empire, en quête de productivité. Nadine Vivier, mais Napoléon III ne pouvait pas lire vos travaux, évidemment, parce qu'il aurait eu plein d'informations pour savoir comment mener sa politique agricole. C'est toute la question de la connaissance aussi. Ah oui, aujourd'hui, on sait plein de choses parce qu'il y a eu toutes les études des historiennes, des historiens. Il bénéficiait de quoi comme source d'information ? Oh, mais alors la France a des informations depuis fort longtemps. Elle aime collationner toutes les données possibles et ça commence avec Chaptal, sous le Premier Empire. Après quoi, alors il y a des tas d'enquêtes faites sous le Premier Empire sur les abeilles, bon. Et la Restauration n'a pas aimé, donc elle préférait ne pas trop savoir. Et c'est sous la Monarchie de Juillet que le service de la statistique a été reconstitué. Et il y a eu là de très bonnes enquêtes qui ont été publiées en 1840. Donc on a les chiffres de production. Et puis à partir en 52, vous avez une enquête aussi qui vous donne la statistique annuelle. On voulait faire une statistique annuelle doublée d'une statistique, d'une mise au point. Avec un nombre de questions absolument phénoménal. Et là, les chiffres, ça commence à être fiable parce que, à force d'avoir des enquêtes, les gens au début se sont méfiés en disant « Oh, c'est fiscal ». Ils ont vu que ça n'avait aucune incidence. Donc, à partir des années 52, c'est assez fiable. Et il y a déjà une grande enquête décennale en 1862. Mais, bien sûr, vous voulez arriver à l'enquête de 1866, cette énorme enquête. Cette enquête sur laquelle, Anthony Hamon, vous avez réalisé votre thèse, Instruire et interroger l'identité agricole de la France, l'enquête sur la situation et les besoins de l'agriculture 1866-1870. Vous l'avez réalisée sous la direction de Pierre Carrera-Cohen. Et vous avez reçu le prix Mérimée pour cette thèse avec ici cette grande enquête de 1866. Déjà première question, mais pourquoi en 1866 faire une enquête particulière parce que soit elle s'inscrit dans la continuité des enquêtes précédentes, soit on l'imagine beaucoup plus vaste. Alors, il y a un héritage sur lequel je ne reviendrai pas puisque Nadine vient de le faire, qui est celui donc des statistiques, des enquêtes statistiques, ces grandes enquêtes décennales. Donc il y a une tradition déjà qui est déjà bien ancrée depuis plusieurs décennies. Ensuite, il importe, parce que c'est incontournable, de parler du fameux traité franco-britannique de 1860, qui en fait, d'une certaine manière, instaure un libre-échange en France. Alors, de façon plus précise, c'est pas en 1860, mais c'est en 1861 que le vrai tournant pour l'agriculture est opéré. On peut parler de Brodel, alors on a l'abolition de cette échelle mobile sur les céréales, qui était en fait qui avait vocation en fait de prohiber les exportations et les importations de grains en fonction de seuils de prix. Enfin, c'était un système très compliqué. La France était découpée en régions céréalières. Enfin, c'était très, très difficile dans l'application. Ça a été suspendu entre 46 et 61. En 61, cette échelle mobile est supprimée. Ça provoque
certaines inquiétudes, voire même ça soulève même une vive émotion dans certaines campagnes en France. Et donc, on a cette suppression donc de l'échelle mobile. Et puis, à partir de 1864, on a un début de baisse en fait des prix sur les céréales. Alors, on a également une baisse sur le prix des vins. Qui vient, mais bon, c'est lié surtout à une surproduction. Et puis donc, pour revenir sur les céréales, donc 64, 65, ça continue, et 66, jusqu'au début de l'année 66, ça continue à baisser. Donc, les opposants, enfin même les ennemis du régime, qui sont surtout les légitimistes et les orléanistes au tout départ, en ce qui nous concerne, vont évidemment accuser la politique libre-échangiste du pouvoir d'être à l'origine de cette baisse, puisqu'on accuse les blés russes qui viennent de Russie, enfin d'Odessa plus particulièrement, qui arrivent par le port de Marseille. Et on accuse également les bléeurs qui viennent d'Angleterre. Alors bon, les statistiques à l'époque montrent qu'en fait, il n'y a pas énormément de blé qui rentre. Mais bon, il y a toute une théorie qui parle des fantômes de la mer Noire et de Grande-Bretagne qui rentrent. Enfin bref, c'est un peu de conspirationniste aussi sur certains points. Enfin voilà. Et donc il y a des critiques. Et on commence même, les agriculteurs entre eux, donc dans les sociétés d'agriculture, vont même mener leurs propres enquêtes pour essayer de déterminer, alors c'est en 1865, pour essayer de déterminer les causes des maux de l'agriculture, comme ils disent à l'époque. Et donc le gouvernement, finalement, donc on en parle beaucoup dans la presse parisienne, et le gouvernement va être de plus en plus acculé, et va décider, pour bien prouver aux populations françaises que le libre-échange n'a rien à voir avec l'abaissement du prix du blé. On parle de malaise temporaire, mais c'est tout. Voilà, donc une grande enquête, parce que Napoléon III est acculé, avec ici l'organisation de cette vaste enquête à partir de 1866. Ça s'organise comment, une telle enquête ? Alors, au début, alors les gens qui réclament l'enquête, réclament une enquête, bon, ils réclament pas, ils réclament une enquête à Paris, peut-être quelque chose non, pas un truc gigantesque, et c'est vraiment l'administration, alors le noyau administratif de l'époque. Faut rappeler aux auditeurs et auditrices qu'il n'y a pas de ministère de l'agriculture vraiment en tant que tel. À l'époque, c'est le ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et donc on a des bureaux de l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture officielle. Et donc qui va en fait rédiger un questionnaire qui va aussi comprendre 161 articles avec plusieurs questions. Ça fait presque 80 pages, un livret de 80 pages pour répondre, ce qui est absolument considérable. Et puis ils auront très peu de temps pour y répondre en plus. Et donc c'est une enquête qui va qu'on qualifie d'agricole, mais qui en réalité va aborder absolument tous les aspects de la vie rurale, des impôts, la circulation, le placement des produits, etc. Vraiment tous les aspects. Et donc, pour mener cette enquête, donc, le gouvernement institue une commission supérieure, donc qui va être... donc là, on voit bien la tradition des enquêtes. Donc une commission supérieure qui va être installée à Paris. Et puis, la France va être divisée en 28 circonscriptions, comprenant 2, 3, voire 4 départements dans certains cas. Et donc des commissions départementales vont être instaurées à la fois par les préfets, surtout les préfets qui vont avoir la main sur la nomination des commissaires, mais également dans chacune de ces 28 circonscriptions, on a un enquêteur, une espèce de président d'enquête, si vous voulez, qui va diriger les enquêtes. Voilà comment, en tout cas, se déroule l'enquête. Alors, c'est évidemment pour la France métropolitaine. Mais pour la France métropolitaine, mais il y a aussi une préoccupation dans le même temps sur ce qui se passe à l'extérieur. Nadine Vivier, le pouvoir impérial envoie des gens regarder ce qui se passe ailleurs. C'est toujours l'idée de collecter un maximum de données. Il y a les données nationales et les données internationales. Oui, ça aussi, c'est une vieille tradition. Chaque fois, on essaie de regarder ce qui se passe ailleurs, depuis Louis XVI et même peut-être Louis XV. Et
là, c'est la même chose. On essaie de connaître ce qui se pratique en Angleterre, en Allemagne, ça nous paraît assez normal, mais dans certains endroits, dans des petits États probables, par exemple d'Amérique latine, on voit pas du tout quel est le rapport entre les deux, mais ça ne fait rien. Ils envoient, il y a une volonté d'encyclopédisme à l'époque, et n'oubliez pas que nous sommes à l'époque du positivisme, donc il faut avoir le plus de données possible. Mais alors, cette enquête, vous venez de le dire, elle s'intéresse à tous les aspects, et en particulier, il y a aussi la propriété foncière, le crédit, parce que c'est quand même très important, et la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, parce qu'à ce moment-là, comme nous avons dit que l'agriculture s'intensifie, eh bien, l'intensification, elle passe par beaucoup plus de travaux, de main-d'œuvre. Il faut mieux désherber, sarcler, donc énormément de main-d'œuvre, alors que justement, on commence à en avoir un peu moins puisque la ville est quand même plus attractive, elle a de meilleurs salaires. Donc ça, c'est le grand thème de cette enquête, c'est on manque de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre pour pousser l'agriculture, pousser la productivité. Cette grande enquête de 1866 dure plusieurs années, on l'a bien compris. C'est un gros livret qui est envoyé. Il est envoyé à qui ? Alors, c'est envoyé... le questionnaire a été massivement publié. Même des journaux, en fait, à l'époque, l'ont retransmis dans le pays. Mais on envoie avec un petit mot, une petite invitation personnelle à répondre aux sociétés et aux comices agricoles, aux conseillers généraux aussi, les notables locaux, en fait, parce que les conseillers généraux, le conseiller général est considéré un peu comme le représentant de son canton. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on leur envoie, et puis aux chambres d'agriculture également, on envoie un questionnaire et à toutes les personnes qu'on considère comme aptes à fournir des connaissances particulières sur l'agriculture. Voilà. Et, évidemment, on évite d'en envoyer des fois à certaines personnes qui peuvent être un peu gênantes, qui sont un peu des ennemis de l'Empire. Évidemment, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Voilà, donc répondre rapidement, mais après, il faut dépouiller en plus tous ces résultats. C'est long, ça, ou pas ? Non, les résultats arrivent vite ? Oui et non, parce que l'enquête a lieu en 66-67 et les directeurs régionaux doivent rédiger rapidement. Et les premiers volumes qui paraîtront déjà en 68. Et évidemment, il y en a qui traîneront et qui ne seront publiés qu'en 72. C'est même 67. 67, oui. Donc, 67, oui. Oui, donc le travail a été considérable. Ce qui a été plus long, ça a été essayer de faire la synthèse de toutes les régions. Et alors là, évidemment, comme nous avons dit tout à l'heure, que les régions étaient très différentes dans leur production, dans leur attitude, etc., ça a pris un temps fou et ils s'en sont pas sortis. Oui, et puis faut rappeler que les effectifs de l'administration agricole à l'époque sont faméliques. On est 15 personnes environ. On a le directeur Marie-Joseph de Monine-Mornay qui même en finit par décéder de fatigue en 1868, qui était un peu l'éminence grise des ministères de l'agriculture en France depuis la Deuxième République, et donc il y a toute une espèce d'héroïsation, il meurt la plume à la main, enfin bref, et donc voilà, il y a effectivement tout un travail de dépouillement sur plusieurs niveaux, déjà dans les préfectures, parce que c'est dans les préfectures que ça se passe souvent. Le petit personnel, les petites mains ils sont rémunérés pour ça, pas beaucoup, mais ils sont quand même rémunérés. Et ensuite, ça va à Paris, quoi. Tout est centralisé. Le Second Empire, on le sait, c'est un régime extrêmement centralisé. Donc là, c'est pareil. L'enquête elle reproduit les circuits existants. Et donc, on a des commissaires également. Des notables qui ont participé, donc qui aident aussi, et donc ça prend énormément de temps, c'est terminé, ça prend environ un peu plus d'un an, quoi, pour tout dépouiller. Tout remonter avec une enquête qui fait réagir. Pauvre bourgeoisie, qui n'a pas vu ce qui te pendait à l'oreille. Pauvre bourgeois, qu'avez-vous fait depuis 15 ans ? Vous qui dormiez, vous n'avez ni grandi, ni avancé, ni vu grandir et avancer les autres.
Et ceux qui ont grandi et avancé cultivaient les propriétés de la bourgeoisie. Mais voici qu'ils ont dit aux bourgeois: nous n'avons plus besoin de cultiver les terres qui sont à toi, parce que maintenant nous avons des terres à nous. Il nous convient donc de cultiver les nôtres et laisser là les tiennes. Et le bourgeois, qui avait dormi pendant 15 ans, ne pouvait en croire ses oreilles. Et il se dit: comment ferais-je pour vivre désormais ? Alors, fou de terreur, il se mit à pousser une clameur immense, fou de terreur. L'enquête. L'enquête, il nous la faut, nous la voulons, donnez-nous l'enquête. Et dans les 40 000 communes de l'Empire, on ouvrit une enquête sur les événements qui avaient dû s'accomplir pendant le sommeil de la bourgeoisie. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Riyad Kera qui nous lisait cet extrait, 1868, le camp des bourgeois. Étienne Baudry, un écrivain, un dandy aussi, personnage incroyable comme la période a su en produire. Anthony Hamon, qu'est-ce qu'il raconte cet homme-là ? Quelles sont les réactions à cette grande enquête lancée par le pouvoir impérial ? Alors, on peut, alors évidemment, c'est toujours un peu arbitraire de découper la population en secteurs comme ça, surtout secteurs d'opinion. Mais on peut dire que généralement, la gauche française de l'époque, alors ça vaut aussi bien pour les républicains que pour les un peu plus démocrates, socialistes, sont plutôt méfiants à l'égard de cette enquête. Étienne Baudry en est l'un des spécimens qui en fait considère que c'est un cadeau presque fait à la bourgeoisie. Alors ce qu'il appelle la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie rurale, mais c'est aussi la noblesse, l'aristocratie. Enfin bref, tout est un peu mis dans le même sac. Donc il y a une méfiance parce que évidemment Napoléon III, faut le rappeler, on a peur, enfin en tout cas pour préciser, on a peur d'une remise en question du libre-échange à l'issue de cette enquête. Et donc, parce que ce libre-échange qui a été instauré par Napoléon III, l'un de ses grands objectifs, qui étaient aussi des objectifs sociaux, il n'y avait pas que des objectifs économiques, l'objectif social, c'était aussi de permettre aux populations ouvrières des villes d'accéder au pain à un prix raisonnable, de façon aussi à éviter les industriels d'avoir à trop augmenter les salaires. Et donc il y a une crainte dans la population, en tout cas dans les populations urbaines, mais également au sein de la gauche, de cette enquête qui pourrait aboutir, on le craint, au rétablissement du libre-échange, du protectionnisme. Ça n'aura pas lieu, en tout cas pas à l'issue de l'enquête. À droite, chez les légitimistes, on considère que c'est un coup fourré. Le comte de Chambord, par exemple, le prétendant des Bourbons au trône de France. Il dit, il écrit une lettre sur l'enquête agricole. Il prévient ses partisans, en fait, qui l'ont pas attendu pour bouger. Mais il les prévient. Oui, surtout, il faut absolument participer massivement à cette enquête pour, en gros, éviter qu'elle soit instrumentalisé par le pouvoir impérial. Et puis chez les bonapartistes, au début on nous disait c'est assez marrant, avant que l'enquête soit accordée par Napoléon III, on disait c'est n'importe quoi, il n'y a pas besoin d'enquête, on sait déjà qu'il n'y a pas grand chose finalement comme mal dans les campagnes. Et puis une fois que Napoléon III a accordé l'enquête, c'est un plébiscite économique, je cite les mots d'un député de l'époque, il faut absolument participer, courons à l'enquête comme si on courait au feu, disait un autre. Enfin, voilà, mais il y a une espèce d'excitation quand même, en tout cas c'est ce que j'ai un peu remarqué en travaillant sur la thèse. On est quand même en 66, on est à une époque où on n'est pas encore sous l'empire libéral, loin de là, mais on est quand même, l'empire autoritaire voit son étau un peu desserré, mais on voit cette enquête en fait ouvre vraiment un espace de discussion dans la société, et on voit par exemple la presse, j'ai oublié son nom à ce ministre. C'est pas bien grave. En tout cas, qui va encourager, qui va faire de la publicité, etc. Qui sera recadré d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, mais
il y a un espace de discussion qui s'ouvre. Voilà, on discute beaucoup d'agriculture sous le Second Empire. À l'issue de l'enquête, dans les journaux bien sûr, on a parlé des agronomes et puisque aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons à la place de l'État dans cette grande histoire agricole, parce que l'État est dans le pré, il y a une incitation, Nadine Vivier, du pouvoir impérial à améliorer l'agriculture et au plus proche du souverain. Il y a des fermes modèles, il y a un regard particulier porté sur des territoires tels que l'Algérie aussi. En tout cas, l'incitation, elle est là, de dire par les haras, par les fermes modèles, par la Sologne, par les Landes, on veut changer les choses. Absolument. Et je pense qu'on s'est déjà posé la question, Napoléon III avait-il une politique économique ? Et effectivement, il avait une politique économique qu'il a affirmée haut et fort dans le discours de Bordeaux en 52, dans le discours la lettre de 1860 parlant du libre-échange, qui n'est pas un libre-échange, mais des droits de douane modérés. Et donc, il affirme vraiment son programme qui est de développer, d'augmenter les rendements, de faire venir des engrais. On le voit par exemple pour la Sologne, le canal de la Saudre a été construit pour acheminer les engrais et donc la Sologne s'est transformée, les Landes se sont transformées comme on l'a entendu tout à l'heure. La Champagne aussi, qui était pouilleuse à l'époque, qui est transformée par les amendements qui sont le marnage. Et il y a sa volonté, donc par les comices, pour faire... Mais parce qu'il faut penser aussi qu'il n'a pas fait un grand plan officiel parce qu'il y avait des oppositions considérables et les oppositions au corps législatif, elles ont pour principe essentiel, ça va coûter de l'argent. Et donc, on s'oppose à la réalisation des fermes, écoles et tout ça parce que ça coûte cher. Et c'est pour ça que, à mon avis, les comices ont été une façon de passer outre. On n'a pas fait des fermes écoles, mais on a montré aux gens comment ils pouvaient améliorer les choses. Voilà, Napoléon III est en recherche des chemins qui conduisent à la productivité, tous les chemins, même tous vicinaux. Tous les chemins détournés. De toutes les mesures qui peuvent développer la prospérité d'une nation agricole, il n'y en est peut-être pas dont l'utilité soit plus évidente que la création d'un réseau de chemins vicinaux solidement construits. Depuis un demi-siècle environ, les gouvernements qui se sont succédés dans notre pays ont fait des tentatives louables pour réaliser ce progrès. Et les populations se sont imposées à cet effet des sacrifices considérables. La plupart des chemins vicinaux restaient dans un état d'abandon qui menaçait de se perpétuer indéfiniment. Une réforme sérieuse ne pouvait être opérée que par des moyens d'action extraordinaires. Aussi, pour donner une impulsion décisive à cette entreprise, la loi du 11 juillet 1868, qui a tracé un vaste programme pour l'achèvement de notre réseau vicinal, a-t-elle mis à la disposition des communes de larges subsides et créé en leur faveur un système spécial de crédit. Raphaël Laloum qui lisait la Revue des Deux Mondes en septembre 1870. C'est important de le dire parce que c'est le moment où chute Napoléon III, mais dans un contexte tout autre, celui de la guerre contre la Prusse. Avec Nadine Vivier, ce lien à créer entre le Second Empire et la Troisième République qui suit l'Empire. Les politiques mises en place sous le Second Empire sont en grande partie poursuivis par la suite. Les amorces sont là. Je pense notamment à l'éducation. C'est très important, cette intervention de l'État pour enseigner, apprendre à cultiver de la meilleure manière. Comme vous le savez bien, la Troisième République a trouvé que le Second Empire, c'était l'enfer, tout était diabolique. Ils ont beaucoup critiqué les comices, ils ont accusé Napoléon III d'avoir torpillé la loi sur l'organisation de l'enseignement agricole, alors que ce sont les députés qui ont refusé de voter des crédits. En fait, je pense qu'il y a, au-delà du discours qui va s'éteindre assez vite, puisque Gambetta veut amadouer les agriculteurs, il croit leur faire plaisir. En fait, il y a une grande continuité. Et je prends l'exemple d'Eugène Tisserand parce que Eugène Tisserand, à partir de 1855, est le directeur des fermes des domaines de la couronne. Et donc c'est lui qui va diriger et organiser les
les exploitations de la Sologne, de Gascogne, de Champagne et même d'Algérie. Et puis aussi d'Espagne, puisque Eugénie de Montijo avait des domaines en Espagne. Hein. Et donc, il est directeur de 1855 à la fin de l'Empire, et dès 1871, il est inspecteur général de l'agriculture nommé par la Troisième République. Et donc, il a réussi et il a bien vanté les mérites du Second Empire dans le domaine agricole, mais on reconnaît ses compétences et on le garde sous la Troisième République, et il a la même politique. Donc une politique de développement de l'agriculture, d'amélioration de l'élevage, augmentation des rendements céréaliers par importation d'engrais. C'est le début d'ailleurs de l'essor des engrais chimiques. Hein. Vous avez par exemple le boussingot qui s'intéresse à la potasse aussi. Et puis il s'intéresse aussi beaucoup à l'école. Et là, il réussit parce qu'avait essayé de faire Victor Duruy, par exemple, ça a été bridé par les républicains de l'époque, et surtout par les légitimistes qui ne voyaient vraiment pas à quoi ça pouvait servir d'éduquer les agriculteurs, sauf à leur demander d'être payés plus cher et d'être tentés de partir. Donc, là, la Troisième République met tout sur l'enseignement, et Tisserand sera très important. Et d'abord, il va recréer la recherche, l'Institut national agronomique, et il va développer les écoles pratiques d'agriculture. Eugène Tisserand, agronome, donc qui dirige sous la Troisième République l'Institut national agronomique, alors qu'il avait été, par le passé, sous le Second Empire, un personnage clé de toute cette histoire-là. D'ailleurs, Anthony Hamon, pour terminer, cette grande enquête de 1866, c'est aussi un point de repère intéressant par la suite pour voir les évolutions de l'agriculture. Oui, tout à fait. Il faut dire que d'enquêtes similaires, il n'y en a pas au 19e siècle. Hein. En France, alors elle va inspirer, par exemple en Italie, il y aura une enquête, l'Inchiesta Giacchini, une décennie environ plus tard. Elle va également inspirer en Espagne. Faire école. Les résultats en tant que tels, en fait, cette enquête, elle est tellement... les résultats, c'est environ 20 000 pages de résultats, il faut le rappeler, c'est considérable. Cette enquête, elle est tellement considérable, justement, qu'en fait, on y trouve un peu tout et n'importe quoi. Il y a des débats dans l'administration en 1870 pour en faire une espèce de résumé. Ça se fera pas... Pour des raisons un peu d'égo, ça se lit un peu dans les archives. C'est une question de légion d'honneur. Il y a tout un trafic un peu lié à tout ça. Donc les résultats de cette enquête vont, on va piocher dedans. Les législateurs vont piocher dedans de temps en temps sous la Troisième République pour s'y référer. Voilà. Avec juste un oui ou un non. Ça a fonctionné, cette politique agricole sous le Second Empire? Les rendements ont augmenté? Nadine Vivier? Oui. Anthony Hamon? Oui, ça a augmenté, oui. Bon, voilà, ça veut dire que la politique agricole a fonctionné. Merci vivement à tous les deux de nous avoir fait visiter ces comices agricoles du Second Empire. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Oui, c'est Jean Poiret, évidemment, avec cette vache à 1000 francs. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guiziou. Merci à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster cette émission et toutes les précédentes sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.